Alors le LF Day, c'est pas un événement forcément très ouvert aux agriculteurs. Je pense que ce n'est un secret pour personne, du fait de ce positionnement parisien, du fait de sujets qui peuvent paraître parfois un peu prospectifs. On parle, et nous, les start-upers, les porteurs d'offres innovantes, il y a bien un truc qu'on peut détester et qu'on entend parfois, c'est que ce sont des solutions du futur. Ce ne sont pas du tout des solutions du futur. Qu'il soit peut-être compliqué de les amener au terrain, qu'il y ait de nombreux verrous à lever, ça c'est une réalité. Et on le sait depuis 15 ans qu'on fait de l'innovation agricole. Il se trouve que sur LinkedIn, de plus en plus, on voit des agriculteurs émerger qui ont des choses à dire, qui ont des pratiques de transformation, qui chaussent plusieurs casquettes autour de leur casquette d'agriculteur ou d'agricultrice. Et ça nous intéresse, ça nous interpelle. On croit que c'est une des voies par lesquelles l'agriculteur, avec un grand A, va pouvoir gagner en indépendance. Et voilà pourquoi on a le plaisir de réunir aujourd'hui Sébastien Neveu, Romuald Carouge, Nicolas Pinchon, Audrey Juliac et Jean Aran. Et je vous invite très sérieusement à noter leurs noms et sur LinkedIn, à la fin de l'événement, à suivre un petit peu ce qu'ils font, parce que ce n'est pas une com de buzz, c'est véritablement des retours d'expérience très documentés et très intéressants pour comprendre comment on se complique la vie sur une ferme pour en faire un outil de production résilient, tourné vers l'avenir. Donc ça nous intéresse de savoir ce que cette journée vous a inspiré. Et on va commencer par toi, Audrey, si tu veux bien. Ça marche ? Je pense que ça devrait marcher. Non. Théo, tu as tous les micros allumés ? Ok, c'est parfait. Ouais. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation à la journée et puis à cette clôture. C'est toujours un petit peu particulier quand on est agriculteur ou agricultrice, dans mon cas, de sortir du champ, d'arriver jusqu'à Paris et de se retrouver au milieu de start-upers. C'est pas tout à fait notre zone de confort, mais on y trouve beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, beaucoup de projets aussi potentiels. Alors, je vais vite fait me présenter. Je m'appelle Audrey Juillac, je suis agricultrice dans le Lot-et-Garonne, en maraîchage bio, et j'ai un projet agrivoltaïque sur mes terres. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui me parle aussi. Essayer de réfléchir aujourd'hui à comment mieux diversifier nos agricultures pour diversifier aussi nos revenus, puisque c'est aussi de ça qu'on parle. Et je suis également présidente de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, qui regroupe des agriculteurs tournés vers l'agrivoltaïsme et en particulier porteurs de projets dans mon cas. Voilà. Donc j'ai été ravie de participer à cette journée. C'est très enthousiasmant. Ça donne envie de retourner dans les champs pour tester un petit peu tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous. Et puis que la soirée se passe aussi bien que la journée. Ça, tu peux compter sur nous. Jean, je te laisse nous dire. Alors, la composante aussi qui est intéressante avec vous cinq, c'est que vous venez ou pas du monde agricole. En tout cas, vous avez pris du temps pour aller voir en dehors de vos exploitations ce qui se passait. Et je pense que c'est aussi une des composantes qui fait votre singularité. Oui, tout à fait. Donc, Jean Aran, agriculteur dans la Somme, du coup en agriculture de conservation, agriculture régénératrice. On a un gros projet agroforestier également sur l'exploitation. On est venu replanter 18 000 arbres en 2 ans. Donc voilà, un vrai virage de transition sur l'exploitation familiale à la suite des parents. Bien que mes parents aient jamais voulu en définitive que je sois agriculteur, puisqu'on m'a botté les fesses pour aller voir absolument ailleurs. Un métier qui paraissait à l'époque pour les parents pas forcément le métier le plus intéressant pour des enfants. Donc j'ai eu le choix d'aller faire mes études à l'extérieur, de faire une école de commerce qui s'appelle l'IESEG et que certains connaissent peut-être ici, et revenir progressivement vers l'agricole. Je suis parti sur des entreprises dans le para-agricole, chez Agriaffaires d'abord, puis chez Isagri, donc proche de la techno et des agris, et du coup ça c'est effectivement la meilleure ouverture d'esprit et la meilleure chance qu'on m'ait donnée effectivement pour réussir sur l'exploitation et prendre des virages intelligents, parce que c'était une vraie ouverture d'esprit de sortir de sa campagne. Là je reviens à la ville, mais j'y ai passé beaucoup de temps et je pense que c'est la meilleure ouverture d'esprit que j'ai pu avoir, à essayer de composer aussi des démarches RSE et de me poser les questions sur, en m'installant agriculteur, qu'est-ce que je voulais vraiment faire, où je voulais placer mon exploitation, quels enjeux d'avenir je plaçais dessus. Et voilà, ça m'a permis de faire peut-être radicalement différemment que si j'étais parti directement en prenant la suite des parents. Et c'était une très bonne chance.
pour ce qui concerne la journée, tu l'as dit enthousiasmant, c'est hyper stimulant de voir on parle beaucoup de l'agriculture française comme l'agriculture la plus vertueuse du monde. On a aussi, je pense, une agriculture qui est très dynamique avec toutes les startups qui gravitent autour de nous, une vraie Silicon Valley à la française, et on ne s'imagine pas, nous, en tant qu'agri, qu'il y ait autant de dynamisme. On voit beaucoup passer sur les réseaux à travers de la com, etc. Et c'est hyper enrichissant de voir les projets sur lesquels vous tous vous travaillez. Et c'est hyper stimulant pour l'avenir. On se dit qu'il y a plein de bonnes solutions pour nous permettre d'être plus performants à terme, réussir notre transition agroécologique, nous rendre plus performants économiquement. Donc voilà, c'est que du plus, et c'est vraiment hyper stimulant, hyper motivant pour la suite. Merci beaucoup, Jean. Tu avais, Sébastien, je vais te donner la parole. Tu avais bien mis le doigt sur le fait que tu avais une réflexion d'entrepreneur autour de l'exploitation, et que ça, c'est une fibre, je pense, qui nous unit. Sébastien, toi, tu es au-delà de l'entrepreneur. En fait, tu as un nombre de casquettes étourdissant autour de la ferme, entre l'énergie, le partage de matériel, la conduite des itinéraires culturels alternatifs. Oui, alors, vous m'entendez ? On t'entend. Oui, il y a différentes... En fait, après, c'est d'essayer de mener des projets. Parce que je considère que nos exploitations, c'est comme un vélo. Il faut qu'on les fasse avancer, sinon elles vont tomber. Et si on ne se met pas en mouvement, qu'on n'essaie pas de s'adapter à notre contexte et au changement climatique, eh bien, en fait, ce sera plus difficile encore demain d'être là. Donc, c'est un peu défaitiste comme constat. Donc, en se mettant en mouvement, on repart dans l'optimisme, on repart dans la perspective. Et c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Voilà, ça, c'est super intéressant. C'est qu'on travaille sur des solutions dont on va avoir besoin, on va dire demain, mais on en a déjà besoin aujourd'hui. On fait évoluer nos entreprises en permanence. Alors, je suis un petit peu admiratif devant ce que vous faites, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Nous, l'évolution, on la mesure une fois par an. Alors, des fois, on peut constater plusieurs évolutions si on a fait un essai ou deux, plus de 3 erreurs, qui fait qu'on a 5 expériences qui nous permettent d'avancer, parce qu'on ne recule jamais, on avance toujours. Et donc, du coup, je suis un peu admiratif de ce que vous arrivez à faire, parce que vous avancez tout le temps. Vous n'avez pas le rythme annuel, ou j'ai l'impression que vous n'avez pas le même rythme annuel que nous. De temps en temps, j'aimerais bien passer plus de temps avec vous pour parler financement. On en a parlé tout à l'heure, mais parce qu'on a des financements très classiques et on aurait besoin, pour aller plus vite sur nos exploitations, d'avoir de nouvelles sources de financement. On essaie d'évoluer en permanence. Je suis aussi dans l'ACS. On a fait une CUMA pour pouvoir investir dans du matériel, dans de la technologie pour aller de l'avant. Et en fait, quand on bouge, faut déjà qu'on imagine que demain, on va encore bouger différemment. C'est-à-dire que le matériel que j'ai acheté aujourd'hui, il répond à mon évolution du moment. Mais dans 1 an ou dans 2 ans, j'aurai besoin d'autres matériels. Donc on revendra, ou ce sera d'autres agriculteurs qui l'utiliseront, et on rachètera de nouveaux matériels. Donc du coup, les solutions que vous allez mettre en place, eh bien, peut-être que demain ou après-demain, il faudra en trouver d'autres. Donc ce qui laisse beaucoup de perspectives pour l'avenir. C'est tout le mal que je vous souhaite. Toujours de dynamique. Merci beaucoup. Romuald, je te passe la parole. Toi, c'est une approche comment est-ce que tu décris ça sur LinkedIn, que tu as un néo-rural dans la tête et je m'en rappelle même plus. Et un agriculteur dans agriculteur dans le sang, néo-rural dans la tête. Et je trouve que ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit bien que dans ta psychologie, dans la manière dont tu appréhendes ton métier, tu te mets à la place aussi de ton consommateur et tu essayes d'avoir un regard un peu introspectif sur... Oui, complètement. Ça, c'est presque la résultante de mon début de carrière professionnelle. 18 ans, j'avais jamais quitté la ferme, jamais quitté mon trou natal du sud-ouest marnais. Je devais le choix entre Beauvais ou Lille. Je dirais pas pourquoi je suis pas allé à Beauvais, mais j'ai dit allez, je vais en ville, je vais à Lille. Les grands-parents ont dit non, on va pas là-bas. Mais moi, j'ai dit allez, j'y vais, je trace ma route. Ce qui fait qu'en 2 ans, j'ai pris l'avion, j'ai pris le train. Les filles et moi, c'était 2 mondes. Bon, on a réglé un peu le problème. Et ce qui fait que, en disant tout ça, en fait, j'étais pas parti pour revenir sur l'exploitation. Donc, un diplôme quand même du ministère de l'Agriculture en poche, en me disant bon, peut-être au cas où, s'il faut, je reviendrai. Et il y a encore 3-4 ans, c'était toujours pas dans le... Non, un peu plus maintenant, on va dire. 2019, c'était pas du tout encore en question. 2020 arrivait, le Covid arrivait. J'aime bien dire aussi souvent que dans le monde de l'entreprise, on dit quand il y a besoin d'un peu de restructurer, on dit justement l'entreprise est en restructuration. Oui, mon exploitation, quelque part, était en restructuration sur le plan familial. Voilà, je vous épargne un petit peu les problématiques peut-être de santé, des choses comme ça qu'on peut avoir dans chacun dans nos familles.
Mais l'idée était que je revienne sur l'exploitation. Donc le temps que je finisse un petit peu sur mes boulots par ailleurs. Une grosse variable aussi dans l'agriculteur, je pense aujourd'hui au XXIe siècle, c'est qu'on ne trouve plus sa dulcinée, son compagnon dans le village bien souvent. Donc il est peu à être à plusieurs dizaines, centaines, milliers de kilomètres. Moi en l'occurrence, je dis souvent, dans la vie, il y a deux choses qui motivent, c'est le boulot et c'est l'amour. Donc moi j'en ai une que j'ai rencontrée à l'école justement, qui m'a emmené du côté d'Agen, qui m'a emmené après du côté de Valence. Donc ça pendant presque une bonne dizaine d'années. Et du coup, à un moment, j'ai été lui dire, tiens, si tu me renvoyais l'ascenseur, et moi je te propose de finir ta vie, parce qu'il paraît qu'en agriculture, on est plutôt posé, en Champagne-Ardenne. Le Covid un petit peu dans tout ça, la famille qui était en région parisienne, ça a un peu cristallisé dans sa tête, disant bon oui c'est peut-être pas mal finalement que si mes parents sont pas loin pour les enfants et patati patata. Donc je suis revenu sur l'exploitation, je suis installé depuis le 1er mars 2023 et je dis souvent je suis un vieux jeune agriculteur si je les mets bien dans l'ordre, parce que s'installer à 35 ans quand on sait quand même, on revient à ces problématiques de financement en agriculture, généralement on s'endette pour 15-20 ans, donc moi 35 plus 15, normalement, je suis déjà à 45, je suis déjà à 50 ans. Et normalement, à 50 ans, le banquier vous dit commencez à préparer votre retraite, pensez à assurance vie, etc. Et patati et patata. Commencez aussi à réfléchir à vos comptes d'associés parce que ça peut être aussi une problématique pour transmettre. Donc finalement, moi j'ai 15 ans pour financer ma reprise et 10 ans pour préparer ma retraite. Bon, voilà, Madame Boss, c'est un équilibre, c'est une forme de passion. Ce matin, il y a quelqu'un qui a dit aussi, je crois que c'est Julien de Normandie qui disait qu'en agriculture, on a 35 essais. Merde, moi je prends déjà 15 dans la vue, grosso merdo. Donc on revient à ces problématiques. Oui, on teste, là je teste des lentilles un peu à grande échelle sur l'exploitation, ça passe pas. Encore un orage de grêle qui est passé pas très loin il y a quelques jours, on se fait un peu dessus, puis on se dit si ça marche pas la prochaine, on reprendra la prochaine. Cette année on réitérera la prochaine, mais les cartouches on en a 1, 2, 3 max, après je pense que... on pensera à autre chose, mais l'idée c'est quand même d'être dans une bonne dynamique. Tout ça pour arriver sur ces histoires d'investissement, de ruissellement, de création de valeur. C'est-à-dire qu'en agriculture, moi quand je vois tout le panel dans le start-up, là je me dis merde, moi mon entreprise, ma PME, TPE agricole, j'aimerais bien avoir cette philosophie-là, aussi de me dire j'initie des choses d'une démarche un peu plus agile, peut-être sur de la transfo, des choses comme ça. Mais c'est toute la problématique de création de valeur. Donc on n'est pas là pour s'apitoyer sur notre sort et avoir des revendications, mais c'est un petit peu cet état d'esprit qui pourrait se dire on arrive à découler sur cette nouvelle génération d'agriculteurs qu'on peut représenter humblement. C'est vrai qu'on le dit, nous de notre côté au niveau innovation, on ne peut pas attendre des agriculteurs forcément facilement qu'ils raisonnent en mode projet ou alors en mode projet annuel. Mais il faut quand même une certaine structuration et une certaine organisation pour pouvoir le faire. En tout cas, il est certain que vous reposez sur le vivant pour le rythmage de vos projets. On va finir avec Nicolas Pinchon, qui est agriculteur dans l'Aisne et qui a connu une autre vie au préalable, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une vision d'ensemble un peu différente de celle de la seule exploitation. Ouais, tout le monde m'entend. Moi, je suis un peu comme vous tous. J'ai toujours rêvé d'être agriculteur, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé à aller voir un peu plus loin. La passion du métier d'agriculteur m'a amené à suivre les marchés. Et je suis sorti d'école en 2007. C'était la première année où on avait de la volatilité sur les prix des matières premières agricoles, des prix qui s'envolaient au-delà de 160 € et qui atteignaient 300 € à l'été 2007. Et je me suis pris de passion pour ce qui se passe dans le monde, ce qui anime et ce qui influence les prix des matières premières agricoles. Et au fur et à mesure des expériences dans ce domaine et du développement d'une certaine expertise, j'ai envie de dire, sur ces thématiques de marché, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'agroalimentaire, dans un grand groupe français qui ne vous parlera pas parce que leur principale activité, c'est de faire de la marque de distributeur. Mais c'est un groupe qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et dans lequel je suis devenu le directeur des achats pour un budget d'achat d'à peu près 500 millions d'euros. Donc une expérience incroyable. C'était à l'échelle mondiale, puisqu'il y avait des usines aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et donc j'avais la responsabilité de toute l'équipe achat. Il se trouve qu'en parallèle, puisque quand même mon rêve de départ c'était d'être agriculteur, et je ne l'avais pas oublié, il se trouve qu'en parallèle, en 2014, je me suis installé agriculteur et que j'ai géré
un peu de front ces deux activités, ce qui au début était plutôt pas mal parce que mon père m'aidait beaucoup et puis au fur et à mesure qu'il me donnait plus de place sur la ferme, moi j'en prenais aussi un peu plus sur l'entreprise où je travaillais et à la fin il faut faire un choix parce qu'on ne peut pas être de front sur deux activités. Et j'ai décidé donc de revenir sur l'exploitation parce que c'était aussi très frustrant de ne pas être suffisamment présent et de ne pas développer d'autres activités sur cette exploitation. Et puis en parallèle, j'ai créé une société de conseil qui s'appelle Veille au grain, qui a 3 ans maintenant et qui a pour mission d'accompagner les entreprises agroalimentaires dans leur stratégie d'achat de matières premières agricoles. Faut pas croire, je dis ça parce que dans le monde agricole, dans le monde des négoces, dans le monde des coopératives, les marchés c'est très important, mais c'est d'autant plus vrai aussi dans le monde agroalimentaire. Et donc Veille au grain informe, analyse les marchés et accompagne les acteurs du monde agroalimentaire aussi bien sur des achats de farine, des huiles, du chocolat et du sucre et des œufs également. Voilà, donc ça c'est mon activité à côté de la ferme où je suis agriculteur en effet dans l'Aisne, produisant des cultures très picardes, comme la betterave, le blé et puis le colza. Et puis une petite activité nouvelle qui sont des vignes depuis 4 ans avec les premières bouteilles qui sont sorties l'année dernière. Voilà. Donc une vie bien remplie et passionnante. Si je dois dire un petit mot sur la journée d'aujourd'hui, je trouve ça hyper enthousiasmant aussi, ça a été dit, mais régulièrement, on parlait plutôt de l'agriculture ces dernières années plutôt en négatif. On parlait d'agribashing, on parlait de beaucoup de choses négatives. C'est plus trop le cas, je trouve, depuis 3 ans. Et surtout, quand on voit des journées comme ça où on se réapproprie les solutions d'avenir et où on parle d'avenir et de solutions et non plus par la contrainte mais par l'innovation, je trouve ça hyper pertinent parce que nous empêcher de faire, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Par contre, travailler sur les solutions de demain qui vont faire que demain on va être plus durable, plus innovant et plus pertinent dans notre manière de produire, je trouve que des journées comme ça illustre bien la capacité de la ferme française à s'adapter et à prendre en main toutes ces défis de demain. Voilà. Donc hyper enthousiaste. Merci Nicolas, parce que pour nous la vision c'est que ça repose quand même sur vous et qu'on a besoin d'être certain que ça vous parle et que vous avez une vision de la manière de vous approprier tout ça. Je pense qu'on sera ravis de prolonger cet échange dans les prochains mois et on verra comment on peut rapprocher un cercle d'agriculteurs de la ferme digitale pour continuer de s'éclairer mutuellement et de s'inspirer mutuellement, parce que si ça vous inspire, sachez-le, nous c'est quand on vient sur vos exploitations que ça nous inspire aussi. Donc il faut animer ces écosystèmes. Merci à tous. Je vais passer la parole à Jérôme pour une clôture. Monsieur le Président, la parole vous revient. Je remercie le bureau, les membres de l'association et l'équipe pour l'organisation de cette journée. Merci encore à vous 5. Merci Romain. Non, vous pouvez rester là. Hein. Franchement, ça va être très cool. Il y a moins de pression que le matin. C'est plus dur. Merci à tous les 5 et puis à tous nos auditeurs, tous nos visiteurs de la journée. C'était une journée un peu particulière quand même aujourd'hui parce qu'on était lendemain de jour férié, les grèves, un mois d'avance sur les JO et en fait on est très content de cette journée. On a des retours extrêmement positifs sur le fait qu'on ait un peu plus d'espace pour discuter alors que les années précédentes c'était très crowded, très rempli, les gens n'arrivaient pas à s'écouter et donc il y a eu un retour très positif sur la journée. Bon, c'est la 8e édition, donc je pense qu'on tient un modèle. On tient un modèle qui pourrait durer 80 ans. Donc on se remet en réflexion tous les ans. Comment on fait pour améliorer le contenu, comment on fait pour avoir des nouvelles startups, comment on fait pour avoir de plus en plus de visiteurs aussi qui nous inspirent. Et c'est très important d'avoir votre retour. La seule population qui manque dans cet événement, mais vous êtes là pour l'année dernière, on avait aussi quelques agriculteurs européens. Cette année, on vous avoue. Moi, ce qui m'a intéressé dans vos retours, c'est quelle part de l'innovation vous
vous mettez dans vos projets, dans les nouveaux projets. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand un jeune agriculteur il s'installe, enfin jeune ou moins jeune, il reprend, il écrit son projet, quelle part de son projet est quelque chose qui a été pris d'un conseil ou de l'historique, et quelle part, c'est les 30% de nouvelles choses que j'ai envie de tester. Et ce que moi j'ai constaté, ce qui n'est plus le cas maintenant, ce que j'ai constaté quand quand on a commencé la ferme digitale et quand j'ai créé Winat, c'est que généralement on récupérait les agriculteurs plutôt à 35 ans. C'est-à-dire ils s'installent à 25 et à 35, quand papa est un peu moins présent, eh ben à 35 je me libère, je peux commencer, je suis un peu sorti des emprunts et je peux commencer à réfléchir. Mais moi je me dis, mais c'est dès que je m'installe qu'il faut que je réfléchisse, dès que je m'installe. Et ça c'est un gros enjeu pour nous. Que dès qu'on reprend une ferme, parce qu'il y en a aussi de plus en plus de fermes qui sont reprises, c'est quelle part de prise de risque sur des sujets complètement innovants je mets dans le projet, même si le banquier n'est pas d'accord, même si il faut que je me bouge pour trouver une filière de transformation à la ferme, comme tu le disais, ça c'est fondamental. Et pour ça, il faut emmener, il faut que le chef d'entreprise agricole soit un vrai entrepreneur, visionnaire, il faut qu'il porte, il faut qu'il défende son dossier. En tout cas, nous, c'est ça qu'on pousse à la ferme digitale. Et on est encore ravis de vous avoir parmi nous. Et puis, je vous remercie tous les visiteurs. Alors, cette année, on n'a pas de stand-upper pour clôturer la journée. Mais je voulais vous remercier à tous pour votre présence. Je pense qu'on était 1000 aujourd'hui à peu près sur la journée. Donc, c'est à peu près le format de l'événement qu'on aime bien. 1000 personnes au mois de mai ou au mois de juin en plein Paris. Une petite pause d'été, une petite pause de printemps pour réfléchir à l'avenir de manière pragmatique, même s'il a beaucoup plu cette année et qu'on sait que vous êtes sûrement très occupés sur vos exploitations quand il pleut pas justement. On vous remercie d'avoir été présents aussi parce que vous êtes très occupés comme tout le monde. Et puis je remercie aussi tous les visiteurs et puis je pense qu'on peut applaudir nos intervenants et puis s'applaudir aussi pour la réussite de cette journée. Et puis je pense que dans quelques minutes, pour ceux qui ont un peu de temps, pour ceux qui ont un bracelet jaune ou qui veulent un bracelet jaune, vous pouvez venir boire un petit coup avec nous. Merci à tous. Je sais que tu as un bracelet jaune, toi j'ai aucune inquiétude. Allez, merci à tous, bonne journée.